Salut les gars. Aujourd'hui, nous avons le Arma carton, craton. Je vais donc me prendre le temps, celui-là, de l'ouvrir. Ah, il faut plus grand chose. Désolé. Alors, que je check comment ça marche pour changer ma lame. Bougez pas. Je suis trop blond pour changer ma lame. Si, voilà. Donc, nous avons ici le Arma Craton 8S. Attention, je l'ai pris parce que beaucoup d'entre vous avaient envie de le voir. Moi, mix. Surtout après avoir vu d'autres unboxings, évidemment. Voilà, maintenant on a une bonne lame qui coupe. C'est bien. On va pouvoir travailler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Alors, le plat. Alors, attends. On va se mettre à l'aise parce que... Ah. Le Arma carton 8S mouse. C'est un Truggy. C'est pas un monster. Ça s'appelle pas un speed monster ou je ne sais pas. C'est pas grave. Échelle, ils nous disent que c'est du 1/5. Pour moi, ce n'est pas du 1/5. C'est pas plus gros qu'un Buggy 1/5. Ça ne peut donc pas être un Truggy 1/5. Après, on s'en fout. Mais il y en a que ça rend malade, comme j'ai dit dans la vidéo où je me demandais si j'allais en prendre un ou pas. Ce qui est cool, c'est que Arma, ça fait que 10 ans qu'ils ont ça. Et ils nous pondent déjà ça. Là, ils se lancent dans du territoire inconnu. Un territoire où beaucoup se sont cassés le nez. Les efforts sur les pièces mécaniques avec un poids pareil sont immenses. Et énormément de marques se sont plantées déjà en faisant des engins moins lourds. Surtout sur les châssis. Et ça, c'est le bon côté de FG. La plaque de châssis FG existe depuis... Oh, ça fait 20 ans. Et... j'ai jamais réussi à en plier une, les mecs. Jamais. C'est juste pas possible. Ils ont juste fait une plaque de 4 mm en alu, de bonne qualité, avec les petits recourbés sur le côté. Il n'y a pas des renforts de devant jusque derrière, ni rien. Pourtant, ça ne plie pas. Les autres ont essayé, ils ont plié, ils ont fait des renforts, ils ont fait des trucs. Maintenant, on va voir ce qu'eux vont faire. C'est sûr qu'au début, on espérait avoir un châssis alvéolé en plastique avec un centre plus haut que le reste pour en faire un MT. Ils nous ont fait un Truggy, c'est très bien aussi. Parce que c'est différents points de vue de la conduite. C'est plus stable qu'un MT, surtout que là, il est méchamment large. Après, il faut aimer avoir un engin aussi large, c'est pas forcément pratique à utiliser partout. Genre chez nous, par exemple, sur notre terrain préféré en forêt, ce machin ne sera pas forcément à l'aise avec cette largeur-là. Comme c'est très large, aussi, il y a une suspension en conséquence relativement dure pour éviter que l'engin tape. C'est aussi un Truggy et pas un Monster. Le truc avec les Monsters, c'est que la suspension est d'une souplesse infinie et c'est ce qui nous plaît. Après, comme toujours la dégaine, on aime ou pas. Ce que j'aime, personnellement moi, maintenant, avec Spektrum, c'est la technologie Smart. Pour l'instant, encore, je trouve relativement cher. Une batterie de 3S coûte le prix d'une 6S ailleurs, par exemple VS Line ou autre. L'avantage de cette technologie Smart, c'est qu'on va pouvoir, que le variateur peut lire l'équilibrage des cellules. Il est donc capable de stopper le véhicule à temps et de ne pas déglinguer les cellules. Normalement, il peut même avoir la température, puisqu'il y a une petite puce dans les lipos qui donne la température, l'équilibrage, etc., etc. Pour le reste de cette technologie, on fera peut-être à l'occasion, si je me prends ce système, le tuto sur le système. Après, comme dit, je sais pas, je trouve ça un peu cher. De l'autre côté, quand tu mets juste un buzzer à 1 € sur la lipo, ça te donne aussi la même chose. Mais bon, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça. AVC, on n'en reviendra pas dessus, on s'en fout. Existe en vert, ça fait un gros vert. Existe en orange, c'est un gros orange. Et ils ont eu la bonne idée de mixer différentes teintes de vert ou d'orange. J'ai pris l'orange puisque j'ai déjà le Mojave en vert. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la boîte? Rien.
dis pas de bêtises. Si, on te parle un petit peu de l'électronique. Pourquoi je m'attarde sur la boîte? Parce que tout simplement, il y a plein de gens qui m'ont dit, voilà, tu nous parles jamais de ce qu'il y a, on veut un unboxing, donc on parle de la box, on parle du carton, on veut tout. Donc d'ailleurs, en français, ne devrait-on pas appeler ces vidéos le décartonnage? Peut-être que je vais changer le titre. On va appeler ça le décartonnage du Arma Kraton. Hein, donc la radio Spectrum. Manette de base, hein, livrée bof, pas terrible. Ce qui est bien, c'est que le nouveau récepteur, enfin là on ne sait pas si on a tout, si c'est vraiment un sans antenne, avec la télémétrie et tout, est évidemment bindable sur toutes les autres Spectrum. Donc du coup, tu as accès si tu prends... évidemment, c'est normal, ils font ça pour que tu te prennes une DX5 ou 6 pour avoir tous les paramètres possibles et imaginables. Là aussi, moi perso, je ne reviendrai pas dessus. J'ai toujours une radio de base pour rouler sur le terrain. Je fais le goret et la radio finit généralement dans le même état que la voiture et dans le même état que le pilote. C'est souvent pas triste à voir. On a un cerveau. Un nouveau cerveau S905 Spectrum, 40 kg. Pignon métal. On a quand même ici, on voit que c'est du pignon bronze. Donc un peu bas de gamme pour ce genre de cerveau. Mais 7,4 volts. Et on a un variateur Obeaming Max 6 qui a été modifié pour les besoins de Spectrum, donc avec cette nouvelle télémétrie. Il y a donc du câblage en plus, c'est spécifique. Celui-là, à mon avis, il va coûter bonbon au détail. Ils ont changé le look au niveau de la grille pour mettre le logo Spectrum et tout. Moi, j'aime bien. Ok, c'est noir et orange, j'aime le noir et l'orange. Forcément, j'aime bien. Mais c'est sympa. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on verra au niveau des fonctionnalités à l'intérieur, puisque le Max 6, quand il était monté sur les RTR par Horizon Hobby, pouvait avoir 6 volts ou 8,4. Tu me suis? 6 volts, 8,4, pas 7. Et là, on a un cerveau à 7. Est-ce que ce cerveau est programmé à 7? Est-ce que le bec de ce vario est programmé à 7? J'ai pas trouvé les infos. Moteur Spectrum 46 par 85 1250 kV. Sur le papier, c'est un peu plus gros que le moteur du X-Max, puisque tout le monde veut toujours comparer. On est censé avoir 2 mm en plus. Est-ce que c'est juste la cage? Est-ce qu'on a effectivement un moyeu un peu plus gros? Tout ceci sont des choses que nous allons pouvoir voir, les mecs, mais dans le prochain épisode. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'unboxing. On va essayer de ne pas s'éparpiller surtout. Et donc, les nouvelles prises IC5 qui ont entre ici la petite fente en plus pour justement cette puce. Ici, on nous donne les specs du véhicule et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, longueur 760, hauteur 26. Ah, c'est une crêpe, c'est sûr. Largeur 600, 60 mm de large, c'est 10 cm de plus qu'un X-Max. Donc, point de vue des proportions, ça te donne une idée. C'est la taille du X-Max en plus large, en plus bas. Et 11 kg qui sont donnés à vide. Méfiez-vous, les constructeurs avec le poids et les mensurations, c'est comme les filles. C'est-à-dire que tu as généralement des mensurations en rab à certains endroits et un petit peu moins à d'autres endroits. Mais ça, c'est pareil, on en reviendra sur la vidéo en détail. On va te mettre ça là. Et... Comment ça fait 2 fois que je t'arnaque? Ouais, en plus j'ai exprès mis le t-shirt vert pour ressortir le orange, tu vois. Ouh. Voici le bestiau. Du côté, c'est le look du Kraton typique. Donc cette petite cabine ramassée, cette découpe trop en avant par rapport aux roues. Enfin, c'est global des Truggy. Après, moi, je suis pas fan de ça. Je trouve que ça devrait être un peu plus à l'arrière. On aurait dû ramener les couleurs aussi plus à l'arrière. L'aileron aurait dû avoir la couleur de la carreau, donc ici un orange ou un vert. Mais ça, ce sont les simples histoires de goût. Au niveau de la garde au sol, on nous donnait sur le site 60 à 70 mm. Ça, c'est quand il est posé, parce qu'en fait, quand il monte, et ben, mes kiki, il a 11 à 12 cm, tout comme le X-Max sous le châssis. Lui, par contre, c'est sous toute la longueur, parce qu'il est plat au milieu. Le X-Max est plus au milieu, on arrive à entre 13 et 15 cm au centre. Mais ce ne sont pas des véhicules qui seront utilisables dans la même optique. Et avant de toucher, hein, avant de pouetter et de faire swing avec la suspension, je vais prendre un schluck de café et je vais vous laisser observer. Je vais prendre la caméra en main et je vais vous faire un tour de l'extérieur du bestiau. Ouais, c'est tout le matin, c'est comme ça. Alors, bougez pas. Alors, vous allez vous pour aller après, évidemment, je sais très bien, je vais débrancher le câble de la télécommande.
Le câble d'alimentation. Heureusement là j'ai mis une batterie, hein, sinon vous l'aviez à... Hein. Alors, vous connaissez un peu la taille quand même de mon support. Hein. Vous avez une idée de la taille de la bestiole. Ne paniquez pas. Si vous pouvez paniquer, tout ce que vous ne voyez plus sur les étagères derrière a été vendu. Wouhou! Sauf le Mojave. Le bestiau. On a donc des jantes, ça c'est pareil, niveau design on aime ou pas. Je suis pas super fan du design. Niveau sensation, on est hyper méga dur. Ici sur le voile extérieur, on n'a pas de zone d'absorption de choc sur le voile de jante. Ça c'est clair, donc à voir ce que ça donne avec ce poids. Ce sont donc les Copperhead, sont les mêmes qui sont sur le Creighton V4, simplement à une taille au-dessus. Avec le logo Arrma dans les crampons. Moi je trouve ça cool. Le pneu un peu ballon quand même, j'aime bien. Ce qui lui manque, c'est toujours les crampons latéraux pour protéger les flancs. Donc maintenant on y est. Pouette, pouette. Avec la petite musique. Plot, plot. Niveau feeling, la gomme, franchement, ça a l'air sympa. C'est pas mal du tout. Crampons assez mou. J'aurais bien vu des crampons plus durs sur ce type de gomme. Les flancs, on est hyper mou. On dirait même ici qu'à l'arrière, on manque un peu de moumousse. Après, à voir à l'utilisation ce que ça donne, évidemment. Et là, je les fais patienter, les mecs, ils veulent voir la plus belle chose de la machine. Et là, je suis d'accord avec vous tous, la plus belle chose, c'est ceci. Le museau. Alors là, on est large. C'est un peu mucho, je trouve, perso. C'est un petit peu trop. Hein, ils ont un petit peu abusé. Je pense que les roues auraient pu être placées ici. Point de vue de la largeur, même longueur de triangle, mais jantes sans déport, les avoir ici. Métavic, ça aurait suffi. Après, ils voulaient faire du gros, ils ont fait du gros. Ils ont raison de s'éclater s'ils peuvent le faire. Regarde-moi ça. C'est-tu pas une truffe adorable? Les petites nervures dans le capot bien agressives. Clips de carreau, idée piquée évidemment à RC Garage. Je vous rappelle d'aller voir la vidéo de la BMT 081 il y a 4 ou 5 ans maintenant déjà. Et bien sûr, on le faisait déjà avant. Je fais sur plein de caisses. Donc vous avez un clips de carrosserie qui est retenu par une bande en caoutchouc qui ne sert pas à tirer clips, vous allez la déchirer. Là même, tu as envie de tirer dessus, mais c'est pas l'idéal. La façon la plus simple pour enlever un clip, c'est là, regarde. C'est que tu prends la partie incurvée et tu l'écartes et ça l'envoie gicler tout seul. Petite plaquette par-dessus pour la maintenir, cette carrosserie. C'est bien. Bras de suspension. On va y venir plus tard. Petite protection de toit, pompée chez RC Garage aussi. Mais non, ça vient pas de moi, on est plein à l'avoir fait. Il y a des gars qui faisaient ça avant que je sois au monde. Faut pas déconner. Les designs, franchement, les changements de couleur, plein de petits motifs super sympas quand tu es de près de la carreau, mais il faut vraiment rester la preuve dessus. Et là, c'est écrit 18S. Non, 185 arc. On ne sait pas ce que c'est. Une référence à quelque chose. Après, il y a peut-être plein qui l'ont vu sur le net, ce que c'est, moi pas. Donc tous les petits logos, Smart Technology, Horizon Hobby, Spectrum, tout ça, ils font leur propre auto-sponsoring. C'est pas mal. Hein, ça évite les droits. Là aussi, encore Dynamite. Ça, c'est con, par contre. Ils ont mis Dynamite alors qu'ils n'utilisent plus le système Dynamite sur Horizon Hobby. Enfin, sur Arrma. Voilà. Et comme l'a dit hier mon atelier, pourquoi ils ont mis une planche de bois autour de l'échappement? Ouais, c'est vrai, c'est censé être de la ferraille, c'est vrai que c'est un peu marrant. L'aileron, eh ben, c'est la reproduction du petit, en gros, tout comme la carrosserie. Voilà, hop. Et l'arrière aussi, donc les amortos plus gros, qui sont relativement inclinés. Rien à l'arrière pour protéger, à part ce petit mini pare-choc ici. Support d'aileron,
entièrement en plastique pompé sur les engins de compète actuels. C'est le genre de design qu'on a sur les hot bodies et qu'on a depuis longtemps sur le Hyperstar par exemple. C'est un élément en un seul bloc, vissé directement dans la toile. M'a l'air bien solide, peut-être un peu rigide. On n'a pas de réglage de l'inclinaison de aileron, ni de la hauteur, ni rien. C'est un engin de loisir. Enfin, si tu veux le faire, rien ne t'empêche de mettre des cales et de remonter ton aileron, de changer l'angle, si tu penses que ça va changer quelque chose. Tige d'amorto, 5 mm. Pas de soufflet sur l'amorto, ça c'est bien. Par contre, ni de racleur. On n'a pas de racleur ici. Et ça nous rappelle un peu la construction des anciens morteaux FG avec la bague, tu vois, elle est vraiment vissée dedans. Il faudra un outil spécial, une pince pour réussir à le dévisser. Après, à voir de combien ils ont vissé ça dans le corps et comment ils ont monté les joints à l'intérieur. La vis de réglage, donc la molette ici en plastique, suffit large, on l'a vu sur le X-Max, ça tient. Capuchon d'amorto en plastique. On a aussi déjà, regarde, ils ont prévu la fixation de la barre stable, mais elle n'y est pas. Donc on peut en mettre une. Vous en faites pas. Il y a plein d'autres trucs à voir. On va partir, on va revenir dessus, etc., etc. Parce que ça m'amuse. Voilà. Et ce que j'aime le moins de l'avant, l'absence de pare-choc. On a un patin ici qui est prévu pour prendre une barre. On a des fixations en plus aussi dessus. Sur les côtés, ça se voit pour prévoir autre chose. Mais il n'y a rien dessus. C'est dommage. Donc la carreau ici, elle morfle à chaque impact. Elle va s'écrabouiller. Donc plein on dit, ouais, c'est fixé avec des clips parce que la carreau du X-Max, elle fout le camp. C'est chiant. Mais c'est bien qu'elle foute le camp, puisque la carreau ne souffre pas du poids du véhicule quand elle se fait écrabouiller. Là, elle est fixée dessus. Quand tu vas l'enfoncer ici, on va déchirer ici, protection ou pas, c'est certain. Évidemment, on attend avec impatience les carreaux de Evgeny de chez ProBody RC. Il va pas nous louper, c'est clair, il va pouvoir nous faire des superbes choses. Sur le toit aussi, on a encore un petit profil en plus. Ça, c'est bien. Après, les vis, tête fraisée, je pense, ça aurait été mieux. Comme ça, tu bouffes le rail en plastique et pas les vis. Là, on va bouffer les vis, et quand on va bouffer les vis, pour les enlever, tu vas t'amuser. Ce sont toujours des petits détails, c'est rien de grave. Au moins, ils ont pensé, ils ont mis ça sur le truc. Comme vous avez pu constater ici par arrière, on a des tourelles Lamorto en plastique bien solides qui ont, regarde, des puits ici pour mettre des plots de carreaux. Il y a donc autre chose qui arrive. Il y a plein de choses de prévues sur cette machine pour faire autre chose. Il a tiré ce caoutchouc, c'est pas bien. C'est à moi, c'est ce que je veux. À l'intérieur de la carreau, nous avons un mini arceau qui va se poser, donc à l'image de ce qu'ils ont fait sur le Mojave, sur la partie centrale. Donc une évolution par rapport à l'ancien, où c'est l'arceau qui était fixe au véhicule et qui allait en dessous. Costaud. Le bestiau, il est franchement hyper méga balèze. Ce renfort, c'est géant. Niveau du Lexan, de la qualité du Lexan, on est à un bon 1.5. La carrosserie est vraiment méchamment solide. Et nous voici à poil. On va voir la cacahuète de ce M&M's rouge. Des portes fusées ou des moyeux, tu appelles ça comme tu veux, surdimensionné évidemment pour s'adapter au 1.5, sur 2 rotules, c'est quelque chose que Arma aime bien. Je ne crois pas qu'en 1/5 ça soit fréquent ce genre de construction. L'inconvénient de ce genre de construction, c'est un énorme jeu de ce sens. C'est pas très grave, on est en loisir. On s'en fiche, on veut juste rouler. Amorto avant donc un peu plus court que l'arrière. Et comme souvent, cette chose induit deux choses. C'est fait pour que l'avant ne monte pas trop, pour pas trop délester. D'un autre côté, on a la même garde-sol sous l'avant. Regarde, c'est immense. Où est-ce que j'ai mis mon... Bouge pas. Ça y est. Hop. Je te laisse regarder la machine pendant ce temps. Regarde là. Voilà ce que je voulais voir que les autres n'ont pas fait. Donc quand c'est posé, on a effectivement 7 cm. Et quand tu délestes, avec la caméra en main, bravo. Regarde, on a bien 11 cm sous le véhicule. Même un peu plus, hein. Franchement. Et ça de devant jusque derrière.
Comme les amortos sont plus courts et qu'on a même des battements, ça veut dire qu'il y a plus d'efforts dessus et que forcément ils vont s'effondrer plus vite à l'avant qu'à l'arrière. Paradoxalement, c'est souvent sur le nez qu'on tombe avec ce genre d'engin plus que sur le popotin. C'est pour ça que moi j'aime bien, c'est une autre raison pour laquelle j'aime les Monsters, on a 4 suspensions identiques. Donc maintenant nous arrivons aux bras de suspension. Ils sont mouse, pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir ça en main. Après quand tu as déjà fait du 1.5, ça te paraît tout à fait normal. Le plastique par contre me paraît vraiment très rigide. Il fait pas froid dans l'atelier, il fait une vingtaine de degrés. Ça me paraît très rigide toute cette histoire. Et ils sont méchamment longs et finissent de façon très étroite ici au bout. Et en plus, on a ici le filetage donc, qui est en 5 mm ou plus à l'intérieur du bras. Donc ce qui fait qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de matière ici au bout. Heureusement, ils ont renforcé ici avec la bague en métal. C'est quelque chose qu'ils font aussi sur l'infraction qui est génial. Le Rikiki pare-choc. Hyper méga solide. Ça c'est bien. Par contre, pas de flex. Pas de flex, ça veut dire que quand tu tapes le nez, c'est le châssis qui va manger. Ça va à l'inverse de tout ce qu'ils ont fait maintenant sur le Mojave, de ce qu'ils fait sur le X-Max, ce qui se fait sur plein d'autres caisses. Là, on est vraiment dans la config buggy, truggy typique. Après qu'un poids pareil sur un engin de bâche, moi, je suis pas spécialement pour. Je trouve vraiment que là, il nous faudrait quelque chose qui absorbe. Et c'est prévu. Regarde, on a des trous de fixation en plus ici dans la tourelle qui ne sont pas pour les amortos. Il y a donc clairement quelque chose ici qui va s'emmancher dedans. On a une fixation ici, on a des fixations là. L'autre truc que je n'aime pas là-devant, c'est ça. Ça va se remplir de terre et chaque fois tu vas galérer pour sortir tes vis. Surtout que la visserie Arma, c'est comme la visserie Traxxas, ça rouille très vite. Je pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit à ce niveau-là, au niveau des visseries. Couper l'amorto avec des petites pattes pour retenir le ressort. Tu vois. Mais il n'est pas fixé, il est juste emmanché dedans. Est-ce que ça va servir à grand chose? Je ne pense pas. En plus, elles sont hyper méga souples. Bon, ça va travailler quand même un petit peu, mais quand même. Suspension, ils ont modifié. Maintenant, ils ont mis une vis dessus. Ils n'ont pas mis l'axe avec la vis par-dessus. Mais on a quand même des trous dans le triangle. Et ces trous sont clairement faits pour monter une plaque, on dirait, soit de protection inférieure, soit supérieure. Vu comme le triangle est fait, on serait plutôt tenté de penser que ça vient au-dessus. Je ne sais pas s'ils ont prévu des plaques en graphite pour mettre dedans ou si c'est juste pour mettre des caches en plastique en plus, peut-être protection. On verra ça quand ils feront les options. Cardan. Sorti en axe de 4 mm. Losi avait fait ça sur le DBXL aussi et d'autres marques aussi avec des poids pareils. Ici 11 kg à vide, on aura facile 13 kg. Et comme on parle du poids maintenant, je peux vous le dire, on a pesé le bestiau avec le Nan Atelier hier. Cette machine fait 11,5 kg à vide contre 9 kg le X-Max. Ouais, vous avez bien entendu. On a 2,5 kg de plus que le X-Max ici. Et la même construction. Je peux vous dire qu'on vous rajoutez déjà 500 grammes à kilo sur X-Max avec une carrosserie plus lourde, avec des pneus plus lourds, vous le ressentez. M'est avis que ceci aurait dû être en 5 mm et non pas en 4. Cardan méga long, évidemment en acier plein, ça c'est clair, très lourd, ce qui explique aussi le poids de toute cette bestiole, avec toute cette ferraille partout. Tête de CVD à l'intérieur du roulement, aussi ici une tête en axe de 4. Ils ont doublé la fixation de la direction sur le porte-fusée ici, pour évidemment solidifier l'ensemble. On a des fitages à pas inversés sur les biellettes. Là aussi, il y a la bonne ferraille de 6 mm. Les bonnes grosses rotules. Là aussi, le plastique me paraît un peu dur. Et c'est quelque chose que j'ai constaté sur les Losi aussi. Et comme c'est Horizon B, les plastiques sont très certainement relativement équivalents. C'est que les plastiques durs à ces endroits s'usent beaucoup plus vite. Et on a beaucoup plus vite du jeu. En parlant des jeux, évidemment, c'est un engin de loisir, tu as déjà du jeu partout sorti du carton. C'est neuf, il y a du jeu partout, mais ça n'empêche rien, ça ne dérange absolument pas. Là, on a la platine supérieure de direction et la direction. Là aussi, tout en plastique, on a ici des empreintes pour des écrous, donc
là aussi, il y avait quelque chose de prévu différemment. Ceci est une seule pièce, donc il n'est pas possible de la monter à l'envers. De toute évidence, il y a soit encore quelque chose qui est prévu à rajouter, soit ils ont fait une modif last minute et laissé le moulage comme il était. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite hier, bah oui, on a joué avec hier, forcément, c'est ceci. Regardez à quelle distance la direction passe du cardan central. On est quasiment dessus, la direction bouge, le cardan peut flexer. Ça, tu peux essayer de me dire ce que tu veux. Il y a un moment où ceci va aller toucher. Je vais essayer de te le montrer. Mani, vise pas que l'écran, c'est avec la lentille qu'il faut viser. Regarde. Hop. Tu vois? On est... Regarde. J'arrive juste à passer l'ongle entre les deux pièces. Donc là, c'est sûr, on va frottouiller. Pièce à pas inversé aussi sur la direction, ça aussi c'est cool. Pour changer du système classique, c'est-à-dire deux pivots et le train avant relié au châssis, donc par ces deux pivots qui ne font qu'une bonne chose, c'est rigidifier le châssis en plus, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont les pivots qui sont planqués sous la direction ici, pour être au plus près des roues, pour rester en ligne, tu vois. On a tout qui est relativement serré ici, avec la direction. En général, c'est vrai qu'on a la direction qui est par ici. Ils ont donc fabriqué un nouveau sauve-cerveau, immense, en plastique, avec un point d'appui supplémentaire ici, ce qui est très bien. On a donc là-dessous le cerveau Spectrum, qui est donc pas taille 1/5, mais vraiment on dirait qu'il a une taille entre. Plutôt parti sur la taille d'un 1/6. J'espère qu'il est plus performant que le Spectrum qu'ils avaient mis dans l'ancien DBXL, dans le Super Rocret et compagnie. Ces cerveaux étaient honteux. Bon là ils affichent quand même 40 kg sous 7.4. On va donc voir de combien le Vario, si je peux brancher la boîte de prog standard au beaming dessus, parce que c'est pas dit encore. Hein. Peut-être que ça ne sera pas possible. Si on sort bien... si on sort du 7.4 ou s'ils l'ont sorti en 6 uniquement RTR sorti du carton. L'électronique, on y verra plus tard ou pas. Non, on est en train, on parle du cerveau, on continue hop, sur l'électronique. Donc le Maxis modifié, qui a reçu, donc il a son ventilateur forcément Vario, il a un câble spécial qui sort de ce ventilo Vario pour aller alimenter le ventilateur de série du moteur, qui est fixé sur une grosse cage en alu qui est sécurisée ici par un clips, mais qui, comme vous pouvez le constater, bouge quand même. Donc on va vite amocher le moteur, ça va bouger. Après ça va pas aller bien loin, c'est clair. Ça c'est un peu dommage parce que ça veut dire que quand tu vas changer ton ventilo ici, eh ben il faudra acheter le ventilo spécial Spectrum avec le Y, sauf si tu le fais toi-même. Alors ce que je peux vous conseiller à tous, c'est tu peux les acheter par pack de 10 ces ventilos, c'est beaucoup moins cher, tu vas pas mettre 20 € dans un seul ventilo, c'est de la folie furieuse. Et tu soudes toi-même tes câbles ici en jonction, ou si tu peux pas souder, c'est un endroit où il n'y a pas d'effort, donc rien ne t'empêche de torsionner les câbles avec une gaine thermo dessus que tu chauffes bien, qui est bien serré après, ça fait très bien le travail, au pire il n'y a pas de problème. Niveau du câblage, propre, câble rigide, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui vont râler, je sais pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les câbles rigides, moi j'aime bien parce que justement ça ne bouge quasiment pas. Seul inconvénient évidemment, c'est que si tu le fais bouger ici à l'intérieur, si tu le déplaces à l'intérieur du moteur, tu peux toucher le rotor. C'est arrivé sur quelques moteurs, sur des Hobbytech, où en bougeant les câbles comme ça, ou en l'utilisation, en fait, ça, à l'intérieur, c'est aller frotter le moteur. Mais c'est un moteur de faible qualité, ce moteur Goul RC qui était monté là-bas. Ici, évidemment, Spectrum, ils fabriquent rien eux-mêmes, c'est clairement sous-traité chez quelqu'un, on ne sait pas d'où ça vient. Mais... ça a l'air pas mal. Carter full alu, vissé sur le contour ici. Et devant, on a 6 grosses vis qui maintiennent le carter ensemble. Comme on est au niveau de la ventilation, on a aussi un petit truc jouet. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je ne sais pas. Tu peux desserrer ici une vis, regarde. Et tu as ici un clapet, donc que tu peux tourner pour ouvrir, pour laisser ou non rentrer de l'air par ici. La roue n'est pas vraiment en face, donc on ne devrait pas gicler toute la saleté à l'intérieur. C'est bien qu'il l'ait fait, qu'on puisse, enfin, ils auraient pu faire juste l'ouverture, et là, ils te laissent le choix, tu peux l'ouvrir ou tu peux le fermer. Bac à lipo.
pour style standard, tu peux mettre des sangles standard en longueur. Ils ont prévu 2 sangles en travers. Réglable. Tu desserres sous le dessous du châssis et tu peux augmenter la longueur de ton bac à batterie, bon pas indéfiniment, mais à une certaine longueur pour entrer des grosses batteries. Là c'est en taille standard, 140 mm, tu peux mettre des 4S 8000 VS Line. Évidemment tu peux acheter les Spectrum spéciales qui ont donc le petit câble ici avec la puce. Et on a constaté en mettant une lipo dedans pour voir ce que ça donne, qu'ils ont pensé à moitié. Ici, tu as ça pour tenir ta lipo. La sangle est relativement courte, comme tu peux voir, la place est restreinte. Donc tu détends tes sangles au maxi. Pour passer une lipo 4S standard, il faut juste la glisser en dessous. Enfin, il faut un petit peu la glisser, vraiment, ça passe pas tout seul. Parce que si tu fais ça, regarde, ce qui se passe, tu es entre deux. Tu vois, la sangle est glissée entre les deux. Ce qui fait que si tu le sors à chaque fois, et ben chaque fois, tu as le droit d'aller viser à nouveau entre tes deux machins pour réussir à remettre la sangle à sa bonne place. Tu vois, il faut passer ici, dessous. C'est bien parce qu'en fait, le faire à une main, ça vous montre ce que ça donne en hiver quand il meule. Et que tu es plein de boue et mouillé. Tu vois, chaque fois, tu dois repasser ta sangle dedans pour aller la refixer. Ça, c'est une chose. Après, cette grosse plaque ici doit forcément être au-dessus. Quand cette plaque est au-dessus, ta sangle ici, tu as 1 cm et ensuite tu descends le long du châssis pour aller mettre ta lipo. Tu vois, je te mime, tu es là. Admettons, tu as mis ta lipo là, tu vois, tu es là, et après ça descend. Je te conseille vivement de laisser toujours la languette dépasser vers le haut, parce que si tu vas la mettre jusqu'en bas, ici le long de la sangle, eh ben tu vas galérer pour la sortir, ça c'est sûr. Ensuite, ils ont eu une très bonne idée, c'est qu'ici tu peux pincer les câbles. Tu peux pas seulement les pincer, tu peux les passer et ensuite les velcroter. Fait que ton câble sera pris avec ta lipo, c'est super. Ton câble sort de là, la lipo, il va là. Rarement tu as un câble qui fait la longueur de la lipo de l'autre sens, donc il ne va pas dans le deuxième. Là tu te dis c'est cool parce que tu peux mettre le deuxième dedans, et non, ça ne suffit pas, il te manque exactement la longueur de la prise, 2 cm. Tu vois, moi je pense qu'ils auraient dû prévoir ça ici, et là non. Donc tu as quand même tout ce câble ici gigantesque qui se balade. Tu ne peux fixer qu'un des deux. Admettons que tu as un câble de lipo assez long, tu peux fixer les deux. Mais tu auras toujours celui-ci qui va se promener, tu vois. Donc à la limite, tu te mets un peu le plus près possible par ici. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Les idées sont bonnes, mais il y a encore des choses à penser en plus. De ce côté, tu peux le mettre dedans. Là, ça passe. Ce que j'aime moins, c'est ça. C'est que chaque fois chez Arma, ces petits capaciteurs en plus ici, ces condos qui traînent fixés sur le câble. Donc c'est de la masse qui se balade sur la soudure ici. Avec juste 2 raisons. J'aurais aimé à ce compte-là qu'il nous fasse un joli petit support. Ceci aurait pu être monté sur un support qui est, tu vois, là il y a des vis pour fixer le ventilo. Donc une patte en plus ici, tu vois, et ça fixé tranquille dedans. Oui, on y est en full détail. C'est un unboxing full détail. Les cadences centraux. Donc à l'avant, longueur traditionnelle, à l'arrière, méga long. Pour finir dans le boîtier de diff, verrouillé par un circlip. Certains ça dérange, moi ça me dérange pas du tout qu'il y ait un circlip ici. C'est pas plus mal. Roulement évidemment surdimensionné, mais aussi exposé à tout ce qui va lui arriver dessus. Bon, là aussi ça devrait aller sans trop de problèmes. Les cales de train ne sont pas full plastique. Comme souvent le cas chez Arma, vous avez l'alu ici à l'intérieur de la cale. Ça se voit ici, on a un petit morceau de couleur rouge. Là aussi, on a des pattes supplémentaires, comme tu peux constater, qui ne servent pas. Donc pour le Crichton, la fixation de carreau est fixée ici. Donc, tourelle avant-arrière, est-ce qu'elles sont identiques? Non, elle est effectivement donc plus longue à l'arrière qu'à l'avant. Oh, moi je connais un petit mani qui va se mettre une tourelle arrière à l'avant et catamorto long sur son Crichton. Parce que c'est le mien. Support de carreau réglable devant et derrière, j'adore. Donc tu vois, ils n'ont pas la même tourelle devant derrière, pourtant ils ont fait le même design. C'est peut-être pour ça qu'on a ces trous en plus. Ou alors, comme dit, ils ont prévu pour faire plusieurs modèles sur la même base, ce qui est toujours super sympa, c'est clair. C'est sûr que s'ils te font un haut de cast sur la même base, il aura un anthrax plus court,
Ce sera donc un petit peu plus léger aussi au passage, avec la même électronique, ça peut être sympa. Les biellettes arrière très très longues, qui ne sont pas sécurisées. Il y en a certainement beaucoup qui vont les sécuriser. Moi, je vais une fois laisser comme ça. Je préfère qu'elles sautent au fait qu'elles restent coincées et qu'elles me cassent quelque chose. Cardan arrière identique au cardan avant. Donc CVD qui finissent dans la tête. Tu as différents points d'ancrage ici sur le porte-fusée ou le moyeu pour maintenir ta biellette. Tu as différents points d'ancrage en profondeur ici. Donc tu peux raccourcir ta biellette et tu peux la remonter ici pour changer évidemment l'influence de la pression dans les virages. Donc c'est à dire que ton moyeu va presser différemment. Donc si tu mets ici, il va presser plus sur ton tirant supérieur, qui va donc faire tout simplement que le châssis prenne plus de roulis. Très utile sur circuit glissant quand on a une faible accroche. Et les chafaudages central. Ça, c'est le mystère pour moi. Perso, je trouve ça vraiment très laid d'avoir mis une jonction ici sur le diff, du diff à l'arrière, plus une barre au-dessus. Parce que ce qu'il n'y a pas, en aucun cas, puisque les tourelles sont en plastique, elles sont donc flexibles, montées sur une cellule en plastique, c'est qu'on n'a aucune jonction entre la cellule même, c'est là où est l'effort de puissance de couple, la cellule en elle-même et le châssis. Tous les autres buggy truggy standards ont une jonction de là au châssis pour éviter le flex ici. Et c'est là qu'on a vu 2 châssis pliés déjà sur YouTube. Bon, après, c'est pas très grave, je pense pas y arriver comme eux. Je vais pas utiliser le véhicule pour la même chose. Donc je pense pas qu'il va plier aussi vite que ça. Surtout qu'il a quand même, avec les formes qu'il a ici, il devrait quand même résister pas mal à la pliure. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait rien ici. Moi, j'aurais très bien vu une jonction de là au diff et de là, pareil, dessus de cellule. Donc, tout simplement une deuxième plaque, une platine supérieure en alu, comme le châssis, pour doubler le châssis. Et cette barre peut être uniquement juste pour renforcer les tourelles de suspension. Parce que ce que ce véhicule a, et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore montré, c'est que les suspensions, quand on le sort du carton, et la vache qu'elles sont dures. Alors à l'avant ça va, t'as un petit peu de souplesse, t'es bien, après ça durcit vraiment. Donc à l'avant, je suis ok, avec la masse du véhicule c'est pas mal du tout. Et comme souvent chez Arrma, à l'arrière c'est beaucoup plus dur. On est vraiment très très ferme à l'arrière, ce qui explique aussi le comportement sautilleur du véhicule sur les vidéos. Ceux qui ont déjà vu des vidéos de run, vous verrez que le véhicule saute pas mal de l'arrière. Vous allez me dire, j'ai pas de batterie dedans. Même en mettant les batteries, moi je roule avec des Gens Bashing de 400 grammes, je vais mettre 800 grammes de batterie ici, ça va pas changer grand chose. On a essayé hier, on a posé un poids de 2 kg sur le toit, le véhicule n'est pas vraiment descendu dans ses suspensions. Donc ça paraît un peu ferme. Je ferai quand même, même si vous l'avez déjà vu plein de fois maintenant, il y a plein de vidéos en ligne d'essais, on fera l'essai stock et on fera l'essai modifié. Parce que je vais très certainement assouplir mes suspensions arrière. J'aime bien être plus ferme devant que derrière. Eux, ils font ça parce que ça permet d'être plus maniable. Quand l'avant s'écrase plus vite dans le virage, l'arrière décroche plus vite, tu peux tourner plus vite. Mais c'est aussi un piège quand tu lâches tes gaz. C'est pareil, l'arrière va décrocher plus vite, et puis s'il est relativement raide, à la moindre ornière, ça saute, ça fout le camp. Donc ça, ce sont des choses que nous verrons. Et maintenant, je vais te poser la caméra pour te montrer autre chose. Hop, voilà. Et regarde, hop, je te retourne l'écran, salut. Et regarde, je vais pas me faire avoir. Tiens, je te rebranche le cerveau et je te remets la lime. Je suis toujours là, profite de la vue sur le véhicule. Pendant ce temps, prépare ta petite liste de questions. Voilà. Donc on a le puits central sur lequel va poser la carreau. Ici, ça s'emmanche là-dedans. Et c'est ça que je vais te montrer. Vous m'avez tous vu laisser tomber tout et n'importe quoi comme véhicule à une distance suffisante pour prendre du jeu. Regarde bien. C'est raide comme un pic. Il va quand même à l'encontre, évidemment. Le châssis descend suffisamment pour aller percuter quand même le sol, malgré qu'il soit dur comme ça.
Et tu vois que l'avant descend plus vite, remonte plus vite que l'arrière. Tu te mettras le ralenti, hein. Tu vas dans la vitesse de lecture et tu changes, c'est pas un problème. Donc moi ça me paraît bien ferme tout ça. Après c'est typique d'un réglage de véhicule compétition. C'est exactement ce que les gens font sur le circuit. Le véhicule s'écrase. Tu vois, on est tellement ferme qu'on rebondit même sur ses pneus, sur les petits sauts, regarde. Tu vois, moi je suis pas fan. Moi j'aime bien vraiment, mais je suis un fan de Monster Truck, hein. Faut pas se baser sur moi les mecs, hein. Moi j'aime bien vraiment la souplesse. Vous l'avez vu avec le X-Max, tu te laisses tomber, pof, il est posé. C'est un fait. Voilà, mais c'est pas le même véhicule, ça sera pas utilisé même escient. Ce que je vois très bien moi là-dessus, ce sont des roues de 1/5 tout simplement, des vraies roues à crampons, à petit picot, tout ça, sur ce genre de châssis. Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est la boîte de réduction. On a ici un moteur donc qui a priori a fortiori à la taille de celui du X-Max, théoriquement un peu plus gros. Puissance, on n'a comme toujours aucune indication, et ça c'est nul, j'en veux souvent aux constructeurs pour ça, que ce soit Traxxas ou d'autres. Beaucoup de constructeurs ne nous donnent jamais, jamais, jamais les performances de leur moteur et leur consommation. Ça me plaît pas. On a donc d'ici 2,5 kg de plus à vide. Donc si on prend les batteries, moi je roule avec 800 grammes de batterie avec les Gens, là aussi il y aura 800 grammes, donc ça change pas grand chose. On va arriver donc à plus de 13 kg. Ce fait que ce Kraton a le poids du MCD là-bas qui roule en 12S avec un moteur 2 fois plus gros que ça. Ouais. Ce qui fait que si j'avais ceci dans mon MCD serait plus léger que celui-ci. Il a pourtant un anthrax légèrement supérieur, il a quasiment la même largeur. Après le reste c'est la taille des roues aussi, on a les triangles un petit peu plus longs, c'est clair. Mais voilà, que tu aies un petit peu une idée. Donc on a 2,5 kg de plus que le X-Max. Donc le X-Max fini avec les batteries fait 10 kg. Là on arrive à 13. Ça fait par rapport au X-Max 27% de masse en plus. En gros, hein, on va dire 25, on va être gentil. Un quart du poids en plus que le X-Max avec la même motorisation. Donc en aucun cas cet engin ne peut être plus performant et en aucun cas il ne peut rouler plus longtemps. S'il est plus performant, c'est uniquement parce qu'on va tirer plus sur le vario, l'hélipo, donc l'autonomie va chuter. Ce qui explique les vidéos, la première vidéo on a vu les gars rouler tout à fait normalement, ils ont fait des vidéos de 8 à 10 minutes, pas plus. Après, si tu es cool sur les gaz, c'est une grosse échelle, ne vous faites pas avoir, c'est comme avec le X-Max, plein de gens achètent une grosse machine, n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et ils roulent comme si c'était une petite. Tu as une inertie, un poids à transporter, une masse inerte à décoller quand tu pars, et à freiner après en roulant, surtout avec les masses en rotation ici, avec des gros pneus comme ça, qui sont énormes, et tu tires énormément sur le matériel. Donc tu peux rallonger ton temps de roulage avec ton doigté. Mais en aucun cas tu ne peux rouler sur un Kraton 8S comme tu roules le petit 1/8 en 6. Pour avoir un poids puissance égale, il aurait fallu qu'on ait ici un moteur de 1/5 à bord avec du 12S. Pour se retrouver avec un engin de 13 kg qui soit aussi vif qu'un engin de 6, mais pour qu'un engin de 13 kg soit aussi solide qu'un engin de 6, enfin 5,5-6, il faudrait encore plus de matière. Il faudrait plus de calcul des zones de déformation et d'effort. L'engin serait encore plus lourd. On arrive, tu vois, sur des BXL, on est à 15-16 kg, le Losi 5 aussi. On arrive à des engins en 5e qui sont 3 fois plus lourds que les 1/8, et on n'a pas 3 fois la même puissance à bord, c'est clair. Le châssis dessous, là où il y a eu un gros effort. Pour le look, ils ont fait ça. Ça, nous, on s'en fiche. Ils ont fait des rainures à l'intérieur du châssis, ça c'est cool, et ils nous ont mis ici des petits skids en plastique intégrés, et aussi les pare-chocs qui finissent en dessous en skid. Néanmoins, ils ont bâclé le travail. Le skid s'arrête avant la pliure. Sur le mouillave, il continue. Ce skid, pour moi, devrait aller jusqu'ici. Il devrait fermer, parce que, évidemment, ça va éviter beaucoup d'impact, mais on va taper quand même. Bon, les vis sont bien protégées. Les gorges sont bien profondes. N'est-ce pas, Jérôme? Ça ne sert à rien pour la rigidité du châssis, puisque c'est du plastique, ça flexe plus vite que la plaque en alu. Donc ça ne sert à rien, à part protéger le châssis contre les frottements, ce qui est très bien. J'aurais bien vu aussi qu'ils en mettent 2 sur les côtés, pour qu'on évite de frotter sur les côtés ici. Perso, j'aurais trouvé ça super méga cool de leur part. J'aurais bien vu aussi des rebords ici, plus longs. On ne sait pas pourquoi ils sont arrêtés aussi tôt avec le châssis. Ce châssis aurait pu continuer droit jusque là derrière.
être replié à un angle bien plus conséquent, ce qui aurait aussi augmenté énormément la rigidité de cette plaque de châssis. Les triangles arrière, là tu les vois bien, ils sont vraiment méga longs. Vous en faites pas, comme dit, on fera une vidéo de comparaison avec d'autres pièces que vous ayez une idée. Là on est juste sur l'unboxing, sur la vue en détail et mes premières impressions à froid sur la machine. Et ensuite quand on aura roulé, on verra ça très certainement un peu autrement sur certains points. Donc les trous en plus dans les triangles pour mettre des plaquettes dessus, des fixations ou quoi que ce soit d'autre. Et ouais, regarde comme il est large. La vache, il fait la taille de l'écran hauteur le machin. Évidemment, les côtés caisses garde-boue chers à Arma, qui sont très bien. Là, c'est très bien foutu, même quand la roue est braquée à fond, on est bien ici. Il n'y a donc rien qui va rentrer par là, ce qui fait qu'il y a suffisamment d'air qui peut passer dans les passages de roue avant, sans aller absolument crotter l'intérieur de la machine. Il y a un petit peu qui va passer toujours, c'est clair, c'est inévitable. Voilà, regarde-moi cette bouille. C'est pas beau, ça, c'est génial. Vue de dessus, on n'a pas eu de vue de dessus. Ça va. On n'a pas trop un carré roulant. C'est sûr que si nous font une version Outcast, on aura vraiment nouveau un carré roulant. Nous ferons donc une vidéo d'accessibilité mécanique, une vidéo de comparaison des éléments, et pour que vous ayez une meilleure idée. C'est pas facile de se faire une idée par rapport à une vidéo quand on le voit comme ça, ou si on va poser au sol avec l'autre machine. J'ai pesé un pneu. Et chacune de ces roues fait 570 grammes par là, il me semble. Je vais revérifier avec vous ceci. On en remettra une couche sur la vidéo en détail. C'est quelque chose que je voulais savoir, que je n'avais pas trouvé l'info. Bon, après, j'ai pas cherché non plus, il faut dire ce qui est. Mais personne n'a pu me répondre non plus. On a donc un poids de roue identique aux roues du X-Max. On a une dimension quasiment identique. Et ouais, même en largeur, en hauteur, tout ça. Et la réponse est évidemment oui, la roue se monte sur le X-Max, il n'y a pas de problème. Alors, je te fais ma petite tare à 0. « 585 grammes, une roue. » C'est donc plus qu'acceptable. Ils sont donc restés dans le léger. C'est très important évidemment pour diminuer le poids de tout ce qui est là-dessus. Ce qui fait que si on met ce genre de roue dessus, niveau poids, on sera relativement pareil. Alors on a si on a un petit dépôt sympa, la gomme est relativement tendre, ça lui ira très bien. Méfiez-vous si vous mettez des roues donc de 1/5 avec des gommes plus dures ou des jantes de taille plus basse ou autre. Faites gaffe à la transmission des chocs dans le moyeu par la suite. Et si vous mettez des roues très lourdes, pensez à vos carmans. Les axes de 4. C'est pas des axes de 5. La surface en contact avec la noix, selon l'épaisseur de la noix, va aussi évidemment jouer énormément sur l'usure de la machine et la souffrance endurée par la transmission, le moteur et tout le reste. Je te remontre encore un petit coup, bien regarde. C'est là, franchement, là, il a une gueule d'enfer ce machin. J'adore. Ceux qui en ont déjà, évidemment, libre à vous de commenter en dessous. Donc Clément Alleg, par exemple, qui en a un, qui s'est fait plaisir. Lui roule pépère, il est arrivé à une vingtaine de minutes d'autonomie avec la machine. Donc comme ça, vous avez, c'est ce qui compte, sur ce que je voulais dire, différents points de vue. Parce que chacun a son style de conduite. Et chacun fait ce qu'il veut avec sa machine. Hein. C'est à lui, il l'a acheté, il l'a payé. S'il veut l'envoyer à 50 mètres en l'air, il l'envoie à 50 mètres. S'il veut juste faire de la promenade avec, il fait de la promenade. S'il veut s'amuser à tracter des trucs, il s'amuse à tracter des trucs. C'est clair. Et dans ce unboxing, nous avons encore autre chose à voir, qui est encore dans la boîte. A priori, a fortiori, sauf si je l'ai laissé ailleurs. Je voulais évidemment parler, ouais, la radio vite fait, et la notice. Allez, là-bas, la notice. Donc ceci est la radio, Spectrum DX2 Echo, full plastique avec sa bride de puissance, et certaines autres choses. Et la notice.
À l'intérieur, on vous livre la petite pince à circlips, une clé de 24, même si ça fait un peu jouet, ça suffit pour dépanner, et des biellettes de liaison pour la barre stab. Tu as les montants qui sont mis de la barre stab, tu as les biellettes de liaison fournies, mais tu n'as pas encore les barres stab ni les rotules qui vont dedans. Ici, tu as une mini notice technique. Ça, je la découvre avec vous. Tu as l'éclaté avec toutes les références des pièces. On voit ici que le sauve-cerveau a 2 ressorts à l'intérieur. On n'a pas, a priori, de réglage. Si, ça, on dirait que c'est une petite vis de réglage. On verra ça s'il y en a plus dans la notice. On a des différentiels évidemment surdimensionnés avec une coupe hélicoïde pour diminuer l'effort sur les pièces, c'est clair. Nous avons un diff central ici. Parce que vous pensiez que c'était déjà fini. Non, non, vous en faites pas les mecs. Hein. Vous allez en avoir pour votre, pas votre argent, puisque c'est gratuit de regarder. Enfin non, quand même. N'oubliez pas de laisser tourner les pubs. C'est ce qui a permis d'acheter la machine les mecs. Donc la boîte de réduction ici. Sinon, rien de spécifique. Tout le reste est relativement classique à la construction de ce genre d'engin. Quelques petits stickers en plus. Ça, on aime bien. C'est comme ça. Et la notice. La notice qui ne contient rien à part comment se servir de la radio. Les possibilités et des problèmes. La programmation du Vario qui a uniquement 8 fonctions. On n'a même pas les 12, on en a que 8. Tu peux choisir avec ou sans frein si tu roules sur circuit, sens de rotation moteur, ce qui est une blague, il n'y a pas de capteur, suffit d'inverser les câbles. Le low voltage cutoff qui est d'office ici sur élevé. Ce qui explique aussi que les gens n'ont roulé que 8-10 minutes. On consomme beaucoup de courant, donc ils ont mis sur élevé pour éviter de flinguer les lipos. Si tu passes sur middle ou low, tu as intérêt à avoir des super bonnes lipos. Et là, voilà! Elle y est la blague! Voilà, on y est les mecs, et pendant les dents. Regarde. Le Vario sort 6 volts ou 8,4. Le cerveau fait 7,2. Donc il fait 40 kg sous 7,2. Et si on veut faire des blagues, on peut les faire tout seul les mecs. Hein. Tu vois, ça, c'est pas décevant ça, franchement. Hein. Tu vas pas me dire que ça choque pas tout le monde. Personne n'en a parlé, j'en ai rien vu de ça. Regarde-moi ça. On a un cerveau, ils te font la pub qui prend 7,4, mais t'as un Vario qui sort 8,4. Donc ça ne sert à rien. Freinage. Là aussi, on ne sait pas pourquoi ils ont pris la drôle de mode chez Yarma à ce moment de diminuer les freins. 37,5. L'infraction ne s'arrête pas quand tu freines avec un freinage pareil. Et d'autres engins aussi Yarma qu'on a testé. Le Mojave c'est pareil, c'est encore pire. Le Mojave c'est pire. Là, tu roules à fond, tu freines, le machin il trace tout droit, tu dégommes tes potes. Comment ça? De toute façon, je le fais exprès. Marche arrière, 25%. Ridicule aussi, si tu es coincé quelque part à 25% de marche arrière, tu ne sors absolument pas. Ils ont fait ça parce que beaucoup de gens ont pas du tout de feeling sur la marche arrière. Et ils vont rapidement de ce fait aller trop vite en marche arrière. Le punch à 3, donc moyen, suffit largement. On peut évidemment monter 4 et 5 pour qu'il soit plus brutal. Méfiez-vous, quand vous passez à 4 et 5, c'est la lipo qui morfle. Puisque le punch supplémentaire, enfin, c'est qu'il bride pas le punch, justement, il donne toute la sauce, donc il demande tout de suite 160-200 ampères à la lipo au moment d'accélérer. C'est là qu'elle mange. Il y a par contre un truc intéressant. Ce Vario, ils ont rajouté une fonction de timing qu'on n'a pas sur la série Max qui m'ennuie. On n'a pas sur le Max 6, Max 8 et Max 5 la possibilité de changer le timing et je n'aime pas ça du tout parce que je ne sais pas combien ils l'ont mis ou s'il est même automatique. Si d'office tu pars à 0 et ensuite il monte quand tu accélères et il se stabilise après, on n'en sait rien, on n'a aucune donnée de viewing, ils ne m'ont pas répondu. Ici, tu peux changer ton timing. Normalement, sur les moteurs 1/8, on est dans les 7, 5, 11 degrés. À 15, ça commence à chauffer. Après, c'est vrai, quand tu montes 15, 20, 30 degrés, par contre, tu as une patate d'enfer. Là, ils l'ont laissé à 0, donc ils ont fait aussi tout ce qu'ils peuvent au niveau du Vario, tu vois, pour brider la patate, pour pas chauffer trop, c'est clair. 0, là on est à 3, etc. Hein. Donc, la rampe de condo en plus sur le Vario, ça dit clairement que ce moteur est à la limite ce qu'il peut faire avec le poids du véhicule.
Je suis vraiment très déçu du coup du bec. Quoi faire un servo de 7.4 si tu ne peux pas l'utiliser? Donc là on est en 6 volts, on n'a donc pas 40 kg, ce qui explique ce que je vais vous montrer maintenant. Maintenant nous allons brancher le véhicule et je vais vous montrer certaines autres choses. Il y a un petit point que j'ai oublié aussi. On va mettre des slipots. Voilà. On va les mettre ensemble. Parce que je vous en ai parlé avant. Mais évidemment, enlever le carton. Je vous en ai parlé avant, mais vous n'avez pas forcément pu comprendre ce que je voulais vous dire. Tu mets ta lipo à l'intérieur. Là, et ce qui est bien par contre, c'est que tu peux utiliser des lipos qui ont les câbles sortis en haut. Il y a des lipos qui ont donc le plus, le moins et l'équilibrage au milieu. Pas utilisable dans tous les véhicules. Surtout si tu mets le strap en long, tu es coincé. Là, tu peux faire les deux choses. Moi, je pense passer sur le strap en long parce que je sens que ça va m'ennuyer ce truc. Donc ça, c'est des lipos compacts. Elles passent. Si tu prends des hard case en format normal, tu dois vraiment viser pour les glisser dedans. Donc la taille du bac lipo est variable. Tu peux l'agrandir, évidemment, comme je l'ai dit. C'est pas un problème. Regarde maintenant quand je vais verrouiller ma lipo. Regarde, tu vois. Là, ma languette est sur le côté. Je suis pas bien. Tu es obligé de tirer pour la mettre dessus. Tu passes ton câble ici à l'intérieur. Ça, c'est bien. On va le reculer tout de suite, puisqu'on sait que ça ne marche pas de l'autre côté. Bon, tu fais pas le manchot, tu le mets tout de suite comme il faut, tu fais pas ton mani. Voilà. Donc la surface des câbles est en moins sur le velcro si tu passes en dessous. Ça, c'est un fait. Donc à toi de choisir. Tu verrouilles ici, regarde, tu es sur le côté. Donc là, on a 5 mm de velcro qui tiennent. Si tu laisses tes câbles dedans, il faut descendre sur le côté. Et là, si ça va se mettre en bas au niveau de la languette, pour aller enlever le velcro, après, c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde. Si tu choisis de passer les câbles au-dessus, tu as un petit peu plus de surface. Tu arrives à 2-3 cm de surface. Tu as donc ce côté-là. Ce côté ici, on peut le glisser dedans, tu vois, ça rentre. Ce qui sécurise donc bien tes prises. On va le sortir au fond là. Voilà. Ici, tu peux le glisser à l'intérieur. Mais si tu le glisses de ce côté, tu ne peux pas le glisser de l'autre. En fait, de toute façon, de l'autre côté, ça ne marche pas. Tu vois, et même au niveau des prises, t'es serré. Donc là, tu branches. Donc IC5 et EC5 sont compatibles. Il n'y a pas la place entre les deux fixations pour les câbles. Tu vois, ça ne rentre pas vraiment. Donc c'est pas bloqué. Tu as ici ce condo là qui se balade là-haut, qui pèse sur le câble. Et en plus, ça va même tirer sur le point de soudure en face. Je suis vraiment pas fan. Donc ça, évidemment, c'est pas super compliqué. Tu te prends le temps. De toute façon, avec ce genre d'engin, faut pas se dépêcher pour mettre les choses en place. On va faire un accident, il va rien t'arriver du tout. Donc moi, je vais te mettre la deuxième lipo. Tranquille. Donc je ramène le rail, je vais passer mes câbles dedans aussi quand même. Ça, je vais te montrer les deux côtés. Pense toujours aussi, si tu mets des lipos à forte capacité, c'est-à-dire avec beaucoup de milliampères, donc des gros réservoirs, que si elles restent longtemps à bord, elles vont chauffer longtemps. Là, si je roule avec des 5000, elles vont me faire 8-10 minutes, je vais couper, elles vont être chaudes. C'est pas grave, tu les sors et continueront pas à chauffer. Si tu roules avec des 8000, 10 000, 12 000, 15 000, déjà tu augmentes du poids, le véhicule devient donc plus lourd, et en plus tu vas forcément, la lipo au bout de 10 minutes sera aussi chaude que celle-ci au bout de 10. Hein. Mais elle par contre, comme elle est coincée dedans, elle va continuer à chauffer, et encore, et encore, et encore, et tu vas arriver dans les températures critiques. Là on est en hiver, ça va, en été, attention. Là tu vois, tu ne peux pas mettre ce câble ici dedans, c'est absolument pas prévu, tu n'arrives pas. Si tu es obligé de le mettre, regarde, tu es obligé de le forcer dessus, de tirer dessus, le câble est complètement tendu, ça ne passe pas. Tu vois, donc si déjà ils ont fait un câble aussi long, un petit centimètre de plus ne les aurait certainement pas tués. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Tu es à cheval entre les deux trucs. Donc admettons, on va le glisser par là. Voilà, sur la ligne. Là encore ça va, mais là, tu es sur la rupture de tes soudures. Là, c'est ta soudure qui va bosser. Donc je n'aime pas ça.
Ça, c'est pas bon. Soit le câble est fixé complet, soit il faut qu'il ait du mou pour pouvoir bouger. Donc moi, je vais me les laisser comme ça. Ça évitera d'arracher mes câbles. Je mettrai un petit velcro ici pour fixer ça, pour empêcher que ça se balade de trop. Parce que là-dedans, ça va secouer quand même méchamment. Et on arrive sur l'autre point que je trouve pas super. On a donc sur cette machine une boîte de transmission. Donc là, tu te dis super, ils ont enfin capitonné la transmission principale. Comme c'est le cas par exemple de l'X-Max. Même là-bas, c'est pas super étanche, t'as quand même du sable qui passe. Et ben non, le pignon il est là. La couronne principale et le pignon sont là. Les débris vont rentrer là. Et le côté caisse te guide les débris dans la transmission. En dessous, c'est plein. Donc, tout ce qui rentre dans le châssis en cailloux ne peut pas sortir. Attention les mecs en gravière, ça va faire mal. Parce que la couronne principale, elle arrive à ras du châssis. Non, elle est au-dessus, c'est bien. Ils l'ont mis au-dessus, c'est cool. Donc les chances sont minimes quand même pour que quelque chose se coince dedans. Mais ça peut passer en dessous. Si tu te retournes par contre, ça tombe dedans. On a ici du module 1. En 1/5, on a du module 1/5. Pourquoi? Parce qu'on a des grosses méchantes dents. Parce que quand un gravier arrive, on peut en faire du sable. C'est le cas chez MCD, c'est le cas sur le Baja, c'est le cas sur plein d'autres machines qu'on a déjà roulé en gravière en 1/5. Quand la carrière se passe dans le 1/5, on a un axe de moteur en 8. Tu as le caillou qui passe dedans, la voiture bloque un coup sec, mais quand tu vas voir sur place, tu as plusieurs morceaux de ton gravier. Et on a rarement une panne, une casse de dents sur un 1/5 ou un axe de moteur détruit. Là, c'est faisable, sauf s'ils ont eu la bonne idée de mettre de l'acier frité, c'est-à-dire que c'est la couronne qui va claquer. Tant mieux. Une couronne, c'est toujours moins cher qu'un moteur. Le pignon moteur, ils sont allés frimer à le sécuriser mieux que les autres. Ils ont mis un BTR, ils ont mis un Circlips. Ça, c'est bien. Si le BTR se dessert, le pignon moteur ne peut pas aller fraiser ta lipo ou se barrer. C'est tant mieux. Ça c'est bien. Par contre, ils ont laissé un méplat donc sur l'axe moteur, normal comme tout le monde, mais ils ont mis un méplat sur le pignon. C'est là où je suis pas d'accord. Quand tu vas coincer ta transmission, ton pignon ne pourra pas glisser sur l'axe, il ne pourra pas sauter. Ça nous est à tous arrivé déjà sur le X-Max et plein d'autres véhicules de grosse échelle. Quand tu tapes, d'un coup, tu as le moteur qui tourne dans le vide et tu as ton pignon qui a fait un tour de l'axe. Et là, il ne pourra pas. Donc dans tous les cas, quand tu atterris sur les 4 fers en même temps, parce qu'ils n'ont pas mis de slipper multidisque, c'est ce qui me manque, il n'y a pas d'amortisseur de couple, il n'y a pas de slipper multidisque dans cette machine, quand tu vas atterrir sur tes 4 fers en même temps et bloquer net ta transmission avec des roues lancées à pleine puissance, c'est lui qui va recevoir. Donc j'espère que ce rotor est bien collé, parce qu'en 5 mm, il y a une petite surface d'appui par rapport à un 8 mm ou 10 mm sur le centre. J'espère qu'ils ont eu peut-être la bonne idée de le fixer encore, de renforcer la fixation des aimants, quitte à perdre un peu de puissance avec une bande métallique ou quelque chose. Les efforts sur ce moteur vont être violents, donc méfiez-vous. Faites attention quand vous voulez des grosses échelles comme ça, il faut vraiment conduire avec du doigté, ne faites pas n'importe quoi. Et maintenant, arrivons à la qualité d'assemblage. Cet engin est neuf, on l'a sorti du carton hier. Mon atelier m'a fait très plaisir parce qu'on voit que ça fait quelques semaines qu'il travaille avec moi et que son œil commence à devenir mécanique. La vis de la rotule arrière est desserrée. Pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive à toutes les marques. Ça m'est déjà arrivé sur n'importe quelle marque d'avoir quelque chose de desserré ou quelque chose de mal fixé ou même une vis qui manque. C'est des grandes productions en chaîne à la ligne, sur une ligne, enfin une ligne de production, ça arrive. Donc évidemment, et comme toujours aussi c'est pareil, alors je ne sais pas si ils l'ont mis dans la notice, mais de toute façon faites-le toujours. Vérifiez toujours rapidement le serrage des vis, contrôlez si tout tient bien. Ils ne peuvent pas tout faire les mecs à la ligne, ce sont des êtres humains normaux qui sont sous-payés comme tout le monde, et on ne va pas leur en vouloir si de temps en temps il nous faut une petite blague. Tout ce qui est visserie et axe au bout sur les fusées Sharp, c'est du 4 mm. Les axes ici à l'intérieur des triangles, j'espère que c'est du 5. Ou alors du 4 de très bonne qualité. Sinon on va vite avoir un petit problème. Et maintenant, nous allons mettre des batteries dans ma radio. Où est-ce que j'ai les batteries? Là. Attention, c'est des rechargeables. 10 contre 1 qu'elles sont vides. Si je les ai posées là, c'est qu'il faut les charger.
Et oui, comme toujours, j'ai pas préparé ma vidéo, j'ai pas fait de texte, il n'y a pas de script, je coupe pas des scènes, ma tête ne hochette pas entre les phases de texte, et je laisse tous les Eh ouais, bingo! Pas bien! Alors, bouge pas, est-ce que j'ai ici, quelque part, une radio qui a ses pipilles? Yes! Ça aussi. On a toujours une embase avec des piles dans les radios. Un double stick de 2 lithium-ion, 3,2 volts par exemple. 2 lithium-ion ici dans le manche, je suis désolé, ça rentre parfaitement, le manche est creux, il n'y a rien dedans. On n'a plus besoin de tout ça, on n'a pas besoin d'une grosse tête de radio non plus. À l'intérieur, la pièce de commande est rikiki. Radio allumée, on va allumer le bestiau. « 8. Et il confirme. Ceci est un Super Nintendo à 1000 €. Alors, sorti du carton, mon trim de la direction est déjà à la moitié de son réglage à gauche. Ça peut arriver pendant le transport, je ne dis pas. Donc, comme d'habitude, j'ai mis le véhicule en l'air et je suis allé trimer. Voilà. Et regarde, si je mets mon trim à 0, je vais te mettre mon trim à 0. Il y a une biellette réglable, il y a des biellettes de liaison. Et maintenant, comme mon véhicule est allumé, j'ai une roue qui est droite et l'autre qui est à 20 degrés à droite. Tu es donc obligé de trimer quasiment 20-25% d'un côté par rapport à l'autre pour être au milieu. On a donc énormément d'ouverture sur ce train. Là, on est à peu près droit. Tu vois, ça fonctionne. Hein? Parce que si Obitech, ils ne veulent pas regarder sur les autres un dixième parce que c'est trop petit, qu'ils regardent sur un engin plus gros. Là, c'est relativement simple de voir que les angles de train sont bons. Tu vois, ça ne bouge pas, c'est bien. Et donc, le cerveau, qui est censé faire 40 kg sous 7.4, qui n'est alimenté que par 6 volts. Tu vois, qui est relativement lent quand même. Donc c'est décevant quand tu lis sur la boîte d'un cerveau de 40 kg, quand tu as l'habitude de ce genre de grosse machinerie, de ces cerveaux-là, et que tu avais d'autres marques de 35-40 kg en main. Vous l'avez vu sur la MCD, quand tu tournes, clac clac, ça tourne droite-gauche, c'est qu'à 35 kg. Là on a un 40, mais il n'est pas exploité à 40 parce qu'on n'a pas le bon bec. Et il est relativement lent, ce qui n'est pas très grave. C'est un engin de loisir, on ne leur en veut pas. Ce que je leur en veux, c'est toujours, comme d'habitude, ceci. Et maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Pour ça, je vais vous ramener encore une fois vers moi. Ça, c'est ce qui nous a le plus choqué avec le nain hier. Après, on leur en veut pas. Hein. Ceci n'est absolument pas de la dénigration de la marque Arma. Attention, c'est un fait. Regarde, j'ai bien mon trim ici, 25% d'un côté pour que ma direction soit droite. Bon, attends, là il faut que je te le cale parce que au sol, tu as vu, il n'arrive pas. Le cerveau, ça c'est bien. Le sauf-cerveau, tu vois, on n'arrive pas à en buter physique quand le véhicule est posé par terre. Alors, bouge pas, je vais te caler ça. Tiens, regarde Chris, je vais prendre tes roues de scorpion fraîchement collées. Hop. On va délester un petit peu ici. Regarde. Enfin, attends, je vais te le mettre dans le vide. Toujours pareil, tu vas montrer un truc, ça marche pas vraiment. Voilà. C'est pas la roue qu'il faut regarder, hein. Elle touche, si elle touche l'établi, c'est normal que ça bouge, regarde. Donc, je vais avancer encore un peu. Et là, tout va se casser la gueule. Hop. Ok, là on arrive en butée, tu vois. Là il est en l'air, on arrive à fond. Vous avez vu quand c'est posé, il y arrive déjà plus. Donc avec la force motrice, c'est pareil. Et maintenant arrive l'autre côté. Regarde. Est-ce que, je sais pas si ça se verra à la caméra.
Regardez bien la cellule complète, les mecs, pas la direction. On déplace tout l'avant quand la direction est à fond d'un côté. Là, il y a tout le châssis qui bouge, le cerveau force sur tout le châssis parce qu'on est trop loin buté. Comme il s'obstine à mettre l'AVC sur ce bouton, la radio n'a plus d'autres boutons, on n'a plus de steering rate. Donc si tu ne changes pas ta radio, tu ne peux pas bloquer ta direction, tu ne peux pas bloquer tes butées. Et là, c'est vraiment dommage, puisque le cerveau va forcer à fond. Monsieur tout le monde ne peut pas savoir ça. Il n'aura pas l'idée d'aller voir, et il n'aura pas l'idée d'aller le faire. Et là, si je trime ma direction pour que ma barre de Ackermann soit parallèle, là je joue avec le trim, pas avec la direction. Là je suis droit. C'est un engin complètement réglable. Regarde où sont les roues. Tu vois? Ça fait quand même un petit peu mal au cœur à ce prix-là. Après, on dit, ils attaquent une nouvelle gamme, une nouvelle dimension. On leur en veut pas pour tout ceci. Ce sont des simples petits réglages de rien du tout que monsieur tout le monde peut faire. Mais je reviendrai toujours au même. Ceci est un RTR. Il est censé sortir du carton et être parfaitement utilisable. Il sera utilisable, mais tu vois, regarde. C'est ça, tu vois. C'est pas... On veut un tout... Il manque un tout petit peu plus. Alors évidemment, tout ceci ne sera corrigé que quand les gens qui en possèdent vont aller signaler ceci à Arma. Ce que je vais évidemment faire. C'est pas très grave. Il n'y a vraiment rien de méchant, tout ceci est parfaitement réglable. Après, on est aussi dans une gamme de véhicules qui n'est pas destinée aux débutants. Voilà. Si tu sais pas faire un minimum mécaniquement toi-même, ne prends surtout pas ce genre d'engin et cette taille d'engin. Ni même un Crichton en 6S par exemple, tu te prends un Crichton 6S mais tu le roules qu'en 4, ça suffira largement. Il faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait quand on arrive à ce genre d'engin. On a plus de 13 kg ici en mouvement. Ça se pilote absolument pas pareil qu'un petit 4,5 kg ou 5 kg. Et à force de jouer avec la suspension, je vais m'habituer et puis ça va me plaire. Tu vois, déjà ça commence. Direction, 3 petits coups de tournevis, ça sera réglé. Le bec, là, je peux rien faire, c'est sûr. On sera obligé de passer par un autre vario si on veut mettre un bec à 7,4 pour profiter pleinement du cerveau. Et on fera évidemment, comme je l'ai dit, on va essayer cette machine stock. Je vais juste régler la direction. J'ai horreur de ça quand mon trim est déjà quasiment à fond à gauche quand je vais rouler. Donc on va régler mécaniquement cette direction à 0, avec le trim à 0 pour en profiter. Et on fera ensuite, après les premiers essais, des modifications, notamment au niveau des huiles de diff. On a de l'huile de diff avant extrêmement détendue. Ce qui fait que quand tu tournes, sortie de virage, tu vas ballonner à mort, tu ne vas pas partir. On a l'arrière exactement pareil. Ça, c'est dû tout simplement des trucs de fabrication. C'est sûr que si tu mets de l'huile différente devant, derrière, milieu, ça commence à devenir compliqué sur la chaîne. Donc généralement, ils remplissent tous les diffs, enfin surtout avant-arrière, de la même façon. J'aurais bien vu de l'huile un peu plus épaisse pour que les véhicules soient un peu plus réactifs. Et le centre, on nous a donc dit qu'il y a de la 1 million. Je vais donc bloquer mon pignon moteur. Et effectivement, quand on voit là, ça va relativement dur. Les mecs, franchement, même avec de la 1 million, après ça dépend de la taille des dents, ça dépend de l'espace intérieur du diff. Ça a l'air pas mal. Après en vidéo, on voit clairement le comportement typique d'un truggy à l'accélération. Squatte pas beaucoup parce que la suspension est très dure à l'arrière. Le nez monte rapidement, les roues moulinent de l'avant et on part droit de l'avant. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, ou pas encore, du Mojave, on a fait une ligne droite dans le sable. Tu moulines méchamment de l'avant, donc tu perds de la Vmax, tu perds de la puissance. Mais c'est fait que l'engin est relativement facile à piloter. Il a l'avantage de sa masse et de sa largeur, évidemment, pour être facile à piloter. Et tout ça avec des réglages, comme tu vois, basiques. Après, une fois qu'il est réglé aux petits oignons en ta sauce, c'est clair que ça devient un engin beaucoup plus précis et beaucoup plus agréable à piloter. Mes batteries sont pleines, mais je dois faire la vidéo encore en allemand, en anglais, ou faire la vue en détail. Pendant qu'il est propre et avant que je le casse, nous allons évidemment l'ouvrir. On fera un comparatif du moteur, puisque j'ai ici le moteur de X-Max. Donc on démontera le moteur, on va ouvrir, checker les rotors, voir la différence entre ces deux moteurs.
Ce sera très intéressant aussi, après plusieurs essais aussi, de monter ce moteur grâce à un chariot pour monter le moteur standard dans le X-Max, de monter ce moteur dans le X-Max avec la démultiplication d'origine et de voir si on a effectivement un peu plus de patate ou pas avec ce moteur. Ce serait peut-être le petit kick en plus qu'il nous faudrait pour qu'il manque un petit peu sur ce X-Max en fin de course quand on arrive à fond. À voir. On ouvrira aussi évidemment la boîte de transmission. On vous fera l'axe et des diffs qui est vraiment très simple. Et on profitera évidemment pour changer ces huiles et checker ce qu'ils ont mis dedans en quantité, en machin. Bon, c'est de l'huile, c'est sûr. Armand a toujours mis de l'huile depuis le début, pas de la graisse, ça c'est super. On se penchera pas sur le sauve-cerveau, parce que c'est relativement simple. Hein. C'est un contre-cône avec deux ressorts qui lui pressent dessus. Si, on se penchera dessus parce que je veux voir si ce bestiau est réglable. Parce que là, on a un cerveau quand même bien balèze, 35 kg, et pourtant on a le sauve-cerveau qui décrante quand même déjà posé avec son propre poids. Le véhicule n'arrive pas à tourner ses roues à fond. Bon, c'est pas très très grave. Et voilà. Évidemment, on a plein de X-Max dans la bande, donc ça fera un plaisir de tous les rouler ensemble, pour faire tout simplement un run ensemble, et pas un quéquette contre quéquette, c'est pas le but. Vous le savez, ici, on aime toutes les RC. On aime toutes les RC, même celles qu'on n'aime pas, parce que c'est important. C'est important qu'il y ait des RC qui soient foireuses, parce que le mauvais exemple sert toujours d'exemple. On peut toujours dire aux jeunes, tu vois, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est toujours utile. Alors les mecs, j'espère que je vous ai pas ennuyé trop longtemps. Je voulais pas juste faire un unboxing. L'unboxing, vous avez vu plein, j'aurais pu sortir du carton, faire le tour. Je voulais quand même un peu rentrer un peu plus dans les détails avec ce que moi j'ai vu. Par exemple aussi, tu vois, il y a du jeu, déjà énormément de jeu dans les rotules de suspension en haut. C'est-à-dire que la tête de l'amorto se balade sur sa rotule. Ça c'est mauvais aussi. Choc, 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 ça va craquer. Ça c'est... Hein, ça va y arriver, c'est sûr. Hein, tout ça, comme dit, rien de grave, mais voilà. Et je vais m'empresser. Je vais faire le premier run. Et une chose qui est sûre, j'ai déjà envie de le faire maintenant, mais je ne vais pas le faire pour vous faire le premier run stock. C'est de changer l'huile des suspensions arrière, ou de modifier le piston à l'arrière, passer un trou du piston un tout petit peu plus gros de 0,5 mm, enfin 0,05 mm ou 0,10 pour être plus souple de l'arrière. Je sais très bien maintenant déjà que je n'aime pas le comportement de cette suspension arrière. Je sais ce qui va se passer sur le terrain. Et vous le savez, je déteste quand un véhicule sautille. Vous l'avez vu avec le DBXL, c'est atroce. Tu as un engin de 15 kg pour 1300 € et tu as un Nico géant. C'est juste pas possible. Mais on va s'en occuper. Vous en faites pas. En tout cas, mon nain, quand il était à côté, qu'il a vu en vrai, il était content. Ça lui plaît vraiment. Et je veux savoir ce que vous en pensez, mec. La largeur, c'est définitivement too much. Par contre, c'est vrai qu'il a une sacrée bonne bouille, ce bestiau. Et un petit dernier pour la route. Regarde. Pour être. Salut les mecs.